la fin d'un champion. Fais ta prière comme doulé, ça peut toujours servir. Fais ta prière comme doulé, demain tu vas mourir. Devant ton verre de rhum, dans le matin blafard, tâche au moins d'être un homme avant le grand départ. Fais ta prière, Tom, de lait, c'est tout ce qu'on peut t'offrir. Fais ta prière, Tom, de lait, demain tu vas mourir. Quant au lever du jour, on viendra te chercher. Pardonne à ton amour, c'est lui ton seul péché. Fais ta prière, Tom, de lait, avant de t'endormir. Fais ta prière, Tom, de lait, demain tu vas mourir. Fais ta prière, Tom, de lait, y a plus rien d'autre à faire. Fais ta prière, Tom, de lait, pour éviter l'enfer. Tu vas bientôt revoir celle que tu aimais trop. Emporte au moins l'espoir d'être aimé mieux là-haut. Fais ta prière, Tom, de lait, pour toi tout va finir. Fais ta prière, Tom, de lait, demain tu vas mourir. Fais ta prière, Tom, de lait, fais ta prière, mon vieux. C'est la dernière, Tom, de lait, fais ta prière, mon vieux. Fais ta prière, mon vieux. Fais ta prière, mon vieux. C'est vrai, je ne craignais pas d'avancer lentement. Pourtant, 7 jours plus tard, c'était l'arrêt forcé, et sans appel. Le dimanche suivant avait lieu à Yverdon la fête de l'abbaye. Comme je ne courais pas ce jour-là, durant l'après-midi, je devais participer au cortège avec les membres du club. Dans le but de faire connaître aux citoyens leur société, chacune d'elles défilait à travers la ville, accompagnée des fanfares locales. Avant cela, et pour ne pas perdre notre entraînement, le dimanche matin, nous partîmes rouler en équipe. Il faisait beau ce 19 juin 1977. J'étais heureux et bien dans ma peau. Nous partîmes tranquillement en direction d'Yvonan. Arrivé dans la côte d'Arissoul, Patrick Tonnet porta la première offensive. Gabriel et moi contre-attaquâmes sans attendre et atteignîmes le sommet de la côte en première position. Après que nous fûmes arrivés au sommet, nous ralentîmes le rythme afin d'attendre les attardés et nous retrouver à nouveau tous ensemble. À partir de là, le rythme se stabilisa. Après avoir traversé la campagne et les forêts du Gros-de-Vaud, nous arrivâmes à Béthans. Certains d'entre nous commençaient à ressentir la fatigue et décidèrent de ne pas poursuivre leur entraînement afin de regagner Yverdon par le chemin le plus court. Quant aux autres, dont je faisais partie, après avoir rempli nos bidons à la fontaine qui ornait le centre du village, nous reprîmes la direction de Cossonay-Gare. Durant notre halte, Edgar Tonnet avait profité de cette diversion pour s'échapper à notre insu, en compagnie de Daniel Verrer. Notre instinct combatif nous incita bien sûr à lancer la poursuite. Jusqu'à Dayan, le village suivant, le peloton resta groupé. La descente terminée, un léger faux plat nous attendait.
Cet endroit fut sélectif et le peloton allait se diviser. Je me sentais en forme ce jour-là et ne relâcha jamais mon effort. Un seul coureur parvint à tenir ma roue, Gabriel Versel. Après quelques kilomètres d'efforts intensifs, lui aussi finit par lâcher prise. C'est donc en solitaire que je m'apprêtais à revenir sur les deux échappés. À l'entrée du village de Pantala, je les avais en point de mire. Il était environ 10h30, ce matin du 19 juin 1977. Le village de Pantala est situé à flanc de coteau, avec une pente à forte inclinaison. Comme je n'étais pas craintif en descente et sur le point de rattraper les deux échappés, je traversais la petite agglomération rurale à 80 km/h. Arrivés devant des immeubles locatifs au centre du village, nous nous trouvâmes derrière un cyclomotoriste. Celui-ci, roulant à faible allure sur la droite de la chaussée, nous n'hésitâmes pas une seconde et entreprîmes le dépassement. Ce fut tout d'abord M. Tonnet qui le dépassait, puis Daniel Verrer. Jusque-là, tout allait bien. Mais lorsque je voulus le dépasser à mon tour, sans tendre la main, sans même regarder en arrière si à tout hasard un troisième coureur pouvait le gêner dans sa manœuvre, il bifurqua brusquement sur la gauche pour s'introduire dans un sens interdit, coupant ainsi ma trajectoire. Devant l'inévitable, je poussai un grand cri pour tenter de le faire réagir et ainsi corriger son erreur. Hélas, il était trop tard. Ma roue avant buta contre l'arrière de son cyclomoteur, se tournant en travers, et sous l'effet de la vitesse, je fus projeté dans les airs. Après avoir accompli une rotation d'un tour et demi, je retombai lourdement sur la chaussée, la tête la première. Lorsque les copains furent rassemblés autour de moi, j'étais déjà dans le néant. La dernière image de ce que j'appellerai par la suite, le jour de ma mort, fut de voir ce cyclomotoriste Pierre Chevalier me barrer la route. À partir de là, il n'y eut plus rien. La forte commotion qui résulta du violent impact effaça de ma mémoire tout autre souvenir de cette journée. Tout comme en 1973, ce fut, avec les descriptions que par la suite les copains me donnèrent, que je pus reconstituer cette scène dans ma tête et comprendre ce qu'il m'était arrivé. De me voir sur cette chaussée, inerte, saignant par le nez, par la bouche et même par les oreilles, certains d'entre eux furent pris de malaise. À leurs yeux, je n'étais plus de ce monde. J'étais tombé dans le coma, et cet état devait durer plusieurs heures. Après que la gendarmerie de Cossonay m'ait pris en charge, je fus transporté d'urgence à l'hôpital de Saint-Loup. Les copains regagnèrent Yverdon pour apprendre à mes parents la tragique nouvelle. Ceux-ci, étant en visite chez mon oncle Eugène à Bussigny, n'apprirent la nouvelle qu'à 21h. Quant aux autres membres du club, ils furent vite au courant de cet accident, puisqu'ils se retrouvèrent l'après-midi même pour défiler au cortège de l'abbaye. Quant à Philippe Pahu, quelques mois plus tard, il me raconta comment il avait appris la nouvelle. Ils m'ont dit comme ça, Éric est à Saint-Loup, mais il s'en tirera pas. Il est trop malin, point. Il va revenir les pieds devant. Je compris alors que je revenais de loin. Quant à mes parents, ce n'est qu'à 21h qu'ils furent informés de mon sort. Après être rentré de Bussigny, ils constatèrent que je n'avais pas touché au dîner que maman m'avait préparé sur la table. Maman eut alors le pressentiment que quelque chose s'était produit. Elle se rendit dans ma chambre pour voir si le maillot avec lequel j'étais censé défiler était toujours dans mon armoire. Pourtant, elle ne voulait pas envisager le pire. Après tout, il a peut-être été invité à manger chez quelqu'un, et par la suite, il sera pas revenu ici pour se changer, ça doit être ça. Tout de même inquiète, elle ne savait pas à qui téléphoner pour tenter de se rassurer. Alors qu'elle y réfléchissait, la sonnerie du téléphone retentit. C'était Jacques Regamet, le président, qui appelait mes parents
pour leur faire part de mon accident. Il ajouta qu'il aurait été possible de téléphoner en tout temps à l'hôpital de Saint-Loup pour prendre de mes nouvelles, ce que maman fit sans plus attendre. Et 1 heure plus tard, mes parents se trouvaient aux soins intensifs de l'hôpital pour apprendre par le médecin que j'étais victime d'une triple fracture du crâne et d'une commotion cérébrale. Quand ils furent à mes côtés, j'avais repris conscience, mais le dialogue était pratiquement impossible. Lorsqu'ils me demandèrent comment je me sentais et si je n'avais pas mal, ma réponse fut totalement incohérente. Non, j'avais mon 53-13. Durant plus d'1 semaine, mon cerveau ne parvenait plus à analyser les questions que l'on me posait et par la suite donner des réponses adéquates. Cette semi-réalité devait durer environ une 15aine de jours, après quoi on me transféra dans le département de chirurgie. De jour en jour, mon état allait en s'améliorant. Par la suite, la dure réalité devait me faire prendre conscience de 2 faits bien réels. Le premier, et aussi le plus terrible, j'étais privé d'odorat. Le deuxième, qui lui n'était que provisoire, j'étais victime de diabète insipide. Le violent traumatisme cérébral que j'avais subi avait provoqué cette réaction non douloureuse, mais pour le moins curieuse. Une soif continuelle qui me faisait boire jusqu'à plus de 15 litres de liquide en 24 heures. Cet état allait durer durant 2 semaines. Durant 2 semaines, entre 21h et 7h du matin, j'allais boire 5 litres d'eau. Inutile de dire que mes nuits ne furent pas de tourpeau. Le chemin des toilettes était devenu pour moi une nécessité très déplaisante. M'abstenir de boire aurait été la solution, mais la soif était devenue mon maître chanteur. Tu veux pas me donner à boire? Alors je te laisserai pas dormir. À mon idée, elle aurait pu laisser ça de côté, au moins pour la nuit. Malheureusement, je n'avais guère le choix que d'obéir. Quant à mon odorat, à l'avenir, toutes les odeurs que je me plaisais à sentir, je devrais définitivement les oublier. Ces produits de massage dans les vestiaires avec leur odeur de camphre, ces parfums de la nature lorsque je traversais les forêts, l'odeur des sapins, sur les champs de labourage, les agriculteurs qui étendaient leur fumier avec leur épandeuse. Appréciation curieuse, diront certains. Mais il ne faut pas oublier que la mémoire des odeurs n'est rien d'autre que le reflet de nos souvenirs du passé. Ce n'est qu'une fois que l'on est privé d'odorat que l'on comprend que même les odeurs qui nous étaient désagréables représentaient tout de même quelque chose. Et que lorsqu'on ne peut plus rien différencier, c'est pire encore que les odeurs les plus infectes. Amoureux passionné des rives méditerranéennes, je ne les percevrai plus désormais de la même façon. Ces odeurs de lavande et de genêt d'Espagne au parfum de vanille, la senteur des pins parasols et des belles demoiselles, señorita, au parfum espagnol, tout cela n'est plus désormais que des souvenirs du passé, le bonheur effacé, des plaisirs oubliés. Aujourd'hui, je suis ici à l'hôpital Saint-Loup. Sans cette pourriture, cet irresponsable de Pierre Chevalier, je serais avec Luc et Pierre-Alain sur ma moto, en route pour l'Espagne. J'ai rêvé pendant tellement longtemps de ces vacances-là. Et voilà où je suis. Faire la route de la Costa Brava en moto, c'était un rêve qui datait de 1971. Mais ce rêve n'allait pas se réaliser. J'avais pourtant tout prévu jusqu'au moindre détail, mis à part cet accident. J'avais dessiné 2 plans topographiques, un pour Luc, un pour moi, de façon à ce que chaque moto ait le sien. J'y avais inscrit toutes les localités où nous devions passer, avec les kilomètres tronçon par tronçon. Au cas où nous serions trouvés séparés dans le trafic, j'avais même prévu des endroits précis où nous retrouver. Comme nous avions décidé de faire du camping sauvage,
Claude Ray nous avait prêté sa tente. Tout était pour le mieux et réglé avec précision et minutie. Quant à l'endroit où nous établir, cela faisait partie de l'aventure. J'avais tout de même une idée assez précise. Depuis des années, déjà, les magnifiques criques qui ornaient la Costa Brava me fascinaient. C'était entre Tossa de Mar et San Feliu de Guixol, dans une crique isolée à quelques mètres de la mer, que nous devions monter notre camp. Mais l'impitoyable réalité venait de mettre fin à ce rêve. Il venait de tuer toutes mes espérances et causer ma propre mort psychologique. Par la suite, j'allais regretter à de nombreuses reprises de ne pas avoir été tué ce 19 juin. Durant les semaines qui suivirent, je n'eus qu'une idée en tête. Faire payer son erreur à celui qui était la cause de mon malheur. Arrivé à la maison, je vais prendre mon fusil et ma baïonnette. Je vais retourner à Pantala et éventrer ce salaud avec ma baïonnette, après quoi j'aurais plus qu'à me finir avec mon fusil. Je n'espérais plus rien de la vie. J'avais tout sacrifié pour mon sport et avais tout perdu. Pour réussir, je m'étais privé de ma plus grande passion, le cinéma. Cette passion était si intense que depuis des années déjà, après avoir vu un film, que ce soit à la télévision ou au cinéma, j'apprenais par cœur le nom du film, du metteur en scène et celui des acteurs. Au lieu de bavarder avec les copains durant les pauses, je sortais mon porte-monnaie, ma collection de tickets d'entrée des cinémas, au dos desquels j'avais inscrit la distribution des films, même mon hobby favori, dont je ne pensais jamais pouvoir me priver, je l'avais sacrifié. Et la fièvre du samedi soir, James Dean, Johnny Hallyday, fini. Je n'avais plus à me faire une grosse tête pour chercher comment réussir en amour ou chercher l'idole. Adieu Franck Alamo, les surfs.